régularité et qualité. Oh oui, seront les maîtres mots du renouveau de la chaîne Tom La Rufa et des hashtags TLR Reviews. Oh oui, bel esprit, c'est parti pour la review de Raw du 22 juillet 2024 et quel show. Déjà, grand événement, grosse journée également, je vous dirai pourquoi, mais grand événement, premier Raw que je regarde en entier depuis maintenant plusieurs années, à part celui que j'avais regardé aux États-Unis en direct, mais en toute franchise, comme je l'ai déjà dit, merci à tous pour votre positivité. Merci à tous pour votre positivité, ça fait vraiment à la fois chaud au cœur et ça motive tout simplement. Ça motive de regarder les shows, de les regarder avec un œil où je dois mémoriser la trame du show, même si j'ai pris des notes, mais aussi essayer de donner une analyse que, en croisant les doigts, vous ne trouverez nulle part ailleurs, en tout cas nulle part ailleurs sur le YouTube francophone, de par mon expérience, mon savoir et ma personnalité. Oh oui. Et voilà, donc c'est parti pour la deuxième review. Régularité et qualité. Ça va être les maîtres mots de la chaîne parce que s'engager comme ça à regarder déjà Raw et SmackDown, voire éventuellement d'autres shows plus tard, ça va être du boulot, mais il va falloir être régulier et surtout être régulier dans la qualité pour que le succès soit au rendez-vous. En tout cas, encore une fois, j'ai été très étonné des chiffres et surtout des chiffres du nombre de vues, du nombre de likes. Je ne m'attendais pas à un redépart si fort, déjà premièrement. Et deuxièmement, je vous redis, yo les amis, déjà merci parce que c'est carrément limite 100% de positif dans les commentaires que je lis tous. Dans les commentaires que je lis tous, il y a quasiment pas de négatifs. Au contraire, certains sont même très constructifs. D'ailleurs, je vous le dis, dans chaque review, et je vais commencer aujourd'hui, dans chaque review, je prendrai un, voire deux commentaires, les mieux rédigés, les plus appliqués, les plus, entre guillemets, je dis bien, professionnels, avec une bonne question dedans à laquelle je répondrai en direct à la fin de la vidéo. D'ailleurs, j'en ai sélectionné deux aujourd'hui pour la première parce que c'est deux très bonnes questions et surtout posées et écrites et rédigées avec beaucoup de respect de la part de ceux qui l'ont fait. Donc franchement, bel esprit les gars. On continue comme ça. Lâchez les commentaires, likez les vidéos. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu quand la vidéo sorte, parce que là, on va se débrouiller pour qu'elle sorte dans la foulée. Je viens de finir de regarder Raw et c'est parti. Je vous le redis, c'était un gros show, pardon, aussi une grosse journée pour moi. On a commenté en début d'après-midi avec French Wrestling Beast Guillaume Lepers, un nouveau show TPW, c'était Savagely 2022. C'est énorme, parce que ça y est, je viens de voir, enfin, on a eu ce week-end le lien d'un show avec nos commentaires dessus. Et franchement, c'est de la balle. D'ailleurs, c'est limite. C'est limite parce qu'avec Guillaume, on a une telle complicité, on a une telle alchimie dans tout ce qu'on fait. Franchement, dans tout ce qu'on a fait, on avait de l'alchimie. Là, franchement, les commentaires, je vous le dis, même moi, je me tape des barres. En écoutant, je suis mort de rire tout le long. Et c'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est que je me dis, attends, est-ce que je me tape des barres parce que c'est moi au commentaire avec Guillaume et franchement, on est tellement dans notre truc, dans notre délire que... Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont accrocher? La Team Beast, maintenant éventuellement la Team Bel Esprit, oui, ça vous allez accrocher de ouf. Mais le public général, est-ce que vous allez accrocher? Donc pour ça, pas dans cette vidéo, sinon ça va faire too much, mais je prévois une vidéo exprès avec quelques extraits de match, avec aux commentaires French Wrestling Beast, Guillaume Lepers et moi-même, Tom La Rufa, oh oui, le Bel Esprit incarné. Et franchement, les mecs, s'il vous plaît, balancez les avis quand je sortirai cette vidéo, parce que je vous dis, j'ai des extraits sur le téléphone, il est là. J'ai des extraits sur le téléphone que j'ai fait en copie d'écran, enfin copie vidéo d'écran, et franchement c'est de la balle. Alors je me mets en mode avion pour pas être dérangé, et donc c'est parti. Donc après cette journée très chargée avec commentaire d'un show TPW Savagely 2022 pour TPW Premium qui sortira très bientôt, encore une fois dès que les infos sont là on vous en parlera, vous saurez tout, pas de problème. J'ai regardé Raw, WWE Raw, bon ça va, sans les pubs ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et quart. Ça vous fait comprendre qu'aux États-Unis, il y a genre 45 minutes de pub. Et justement, ça c'est un point très important, autant le dire tout de suite. J'ai regardé ce show avec constamment en tête à essayer de voir les instructions de temps que les catcheurs avaient soit en direct, soit ils avaient avant d'aller dans le match, et de voir quand ils amenaient les coupures pub, quand ils amenaient les différents segments. Et franchement, vous allez voir, on va essayer d'étudier ça pour que vous compreniez avec l'avis d'un insider, l'avis d'une personne qui l'a fait en direct, parce qu'à Impact, on faisait pareil, c'était pas en direct Impact, mais dans tous les cas, on respectait quand même les coupures pub. On était dans le ring, l'arbitre nous disait coupure pub dans 20 secondes, coupure pub dans 10 secondes, coupure pub dans 9, 8,
7, 6, c'est toi, t'es en train de faire ton action, t'es en train de faire ton spot, et là, ok, on est en pub, boum, et là, il faut que t'aies, au moment où vous êtes en pub, fait le spot ou le move ou le moment du match ou la position devant la caméra qui avait été prévu avec les producteurs backstage quand on préparait le match. Et donc ça, franchement, c'était énorme parce que franchement, de ce que j'ai vu, la plupart des matchs aujourd'hui ont atteint ça. Bon, je vais peut-être pas faire ça à tous les shows WWE parce qu'il faut pas oublier que ce sont des pros. Ce sont des pros, ce sont les meilleurs au monde à ce qu'ils font. Indéniablement, croyez-moi sur parole. Alors on peut ne pas aimer le style WWE, mais je peux vous dire, c'est les numéros 1 au monde. Et pour ça, il y a forcément une raison qu'ils fassent autant d'argent et autant de succès. Et pour ça, franchement, j'ai regardé le show et j'ai été bluffé encore une fois par le professionnalisme des gars. Et qu'ils soient bons ou moins bons, peu importe. En attendant, je veux dire, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont très déçu dans ce show, je vais vous le dire aussi. Mais c'est pas grave, au final ils sont quand même là, ils sont là pour une raison et ça force le respect. Donc le show commence direct avec une promo de Gunther qui va être interrompue par Damien Priest, mais bref, on commence par Gunther. Donc déjà Gunther, alors pourquoi j'hésite déjà? Parce qu'il y a eu un moment où apparemment il y avait des rumeurs comme quoi Gunther il était tellement bon que la foule commençait à le voir comme un babyface. Et ça m'amène à une discussion qu'on a eue avec cette fois-ci Tommy Dreamer quand il a été booké à la HCP il y a quelques semaines au début du mois de juillet, à la Heritage Catch professionnel. Donc il y avait Tommy Dreamer et Moose. Et en fait Tommy Dreamer, on était chez William Wolf, le boss de la HCP. Et on était pas mal de catcheurs autour de la table. Et moi, dans ces cas-là, je prends les devants, j'interroge le gars, parce que surtout que Tommy Dreamer, bon, je l'avais jamais vraiment rencontré en vrai, mais pour la petite histoire, et je lui ai dit en face d'ailleurs, je lui ai dit, Tommy Dreamer, monsieur, vous êtes une des raisons pour lesquelles non seulement pas je suis dans le business, mais je suis rentré dans le catch de la façon dont je l'ai fait, c'est-à-dire en allant m'entraîner chez Lance Storm. Pourquoi? Parce que Lance Storm, à l'époque, avait son site internet pour son école, stormwrestlingacademy.com, et dessus, il avait mis plein d'avis de stars du business, de gros noms du business, qui recommandaient son école, et surtout Lance Storm en tant que coach. Et à partir de là, Lance Storm avait mis un avis de Tommy Dreamer qui à l'époque s'occupait des recrues, des talent relations de la WWE, et Tommy Dreamer disait au sujet de Lance Storm, grosso modo, je fais tellement, je crois que le site est encore disponible, il faudrait regarder, mais Storm Wrestling Academy, donc les endorsements de gens célèbres du business, et Tommy Dreamer, donc était le chef du talent relation, du service, des ressources humaines, voilà, de la WWE, avait dit au sujet de Lance Storm qui ouvrait son école, donc en 2005, je cite, grosso modo, pas exactement, je fais tellement confiance à Lance Storm et j'ai tellement travaillé avec lui, donc j'ai tellement confiance dans son catch et dans son savoir et sa capacité à coacher, que si jamais un jour il me contacte et il me dit qu'un de ses élèves est prêt, he's ready, je demanderai même pas une photo ou une vidéo, je lui filerai direct un tryout. Alors ça veut pas dire qu'il serait signé direct, mais en attendant, tu vois, c'est ok Lance, tu me dis que ce gars vaut quelque chose, qu'il vaut le coup que la WWE jette un coup d'œil dessus, vas-y, envoie-le, je te fais confiance. Et donc, en fait, quand j'avais lu ça de la part de Tommy Dreamer au sujet de Lance Storm, de Tommy Dreamer qui était responsable, en fait, tout simplement, que vous soyez signé ou pas à la WWE, et ben, je me suis dit, c'est à cet endroit qu'il faut que j'aille, et c'est à cet endroit qu'il faut que je sois le meilleur possible pour impressionner le coach, parce que si j'impressionne un coach comme Lance Storm, et ben, ça augmentera mes chances, non seulement d'aller à la WWE, mais de lancer ma carrière de la meilleure des façons possibles, qui est, encore une fois, je le dis, aller à la télé dans une grande fédération diffusée mondialement. Et donc, Dreamer en discutait, et on parlait du fait que notamment Gunther était relativement en train de passer, entre guillemets, babyface, à cause du fait qu'il était trop bon dans le ring, et c'est vrai qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Et j'avais posé la question à Tommy Dreamer, je vois, mais donc dans ces cas-là, qu'est-ce que tu ferais pour qu'il reste heel? Parce que ça reste quand même le job, je veux dire, quand t'es heel et que tu sens que t'es en train de tourner babyface, tu veux rester heel, tu veux pas surfer sur la vague et devenir un heel cool comme beaucoup font dans le business et qui comprennent rien au business. Ils essayent de réinventer la roue, mais bon, ça c'est leur problème, ça n'engage que. Ça je vais le dire souvent parce qu'il y a eu pas mal de... Dans le show, il y a eu 2 ou 3 trucs pareils où les mecs, enfin j'ai envie de dire WWE ou même sur les shows indie, les gens essayent de réinventer la roue, ils essayent de réinventer le catch, ils essayent de réinventer le fait que dans le catch, c'est à la base censé créer des émotions chez le public, et pour créer des émotions, il n'y a rien de tel qu'un gentil contre un méchant, je veux dire, c'est la base de toutes les histoires de l'histoire de l'humanité. Et non, il y en a, ils s'imaginent, oh ben non, le catch maintenant c'est de la gym et 500 000 prises par match, c'est comme ça que tu deviens célèbre sur internet. Écoute frérot, tu veux réinventer le catch, vas-y, mais tu iras pas très loin dans ta carrière, ça tu peux le savoir. Regardez, même un mec comme Will Ospreay, au final, il a été obligé déjà de ralentir son catch parce que son corps ne suivait plus. Et deuxièmement, il se rend compte que c'est pour faire de l'argent, pour être dans les main events et pour bosser avec des mecs comme Chris Jericho et être au top de la AEW, t'es obligé d'adopter un style de main eventer, de ralentir ton catch et de raconter une histoire sur le ring. Donc, en parlant de raconter une histoire, promo de Gunther et de Damien Priest pour faire mousser leur match de championnat à SummerSlam. La base
Alors, j'ai marqué très bonne promo, bonne hit. Ah oui, déjà alors, excellent parce que Gunther, quand on est un étranger aux États-Unis et qu'on parle notre langage natal n'est pas l'anglais, essayez toujours de placer, alors soit de l'anglais, non, pas, sorry, pas de l'allemand ou de l'autrichien pour Gunther. Moi, quand j'y étais, j'essayais toujours de dire 2 ou 3 mots en français pour ramener encore plus de hits. Parce que si on est étranger, qu'on parle parfaitement anglais ou qu'on parle que anglais, ça retire la capacité à la foule de nous huer. Et encore une fois, en tant que heel, on veut ça. On veut que la foule ne nous aime pas. Et quelle est la meilleure des façons pour ne pas se faire aimer, aux États-Unis notamment? Ne pas parler américain, ne pas parler anglais, parler une autre langue. Les Américains détestent ça. À tort ou à raison, on s'en bat les steaks. En attendant, Gunther, il a placé cette petite phrase en allemand qui dit montre-moi tes amis et je dirai qui tu es, je crois, c'est ça la phrase. Et ça a marché direct, j'étais trop content quand il a fait ça parce qu'il a commencé la promo en parlant que anglais. Et là, je me fais, ouais frérot, t'es autrichien, place de l'autrichien ou de l'allemand, fais quelque chose, mais chope cette hit qui attend, qui te tend les bras. Et il l'a fait, donc très très bel esprit. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette promo, c'est qu'au final, la dynamique heel babyface est parfaitement respectée. Pourquoi? Gunther parle, il vanne Damien Priest, il le provoque, et là Damien Priest il arrive, et au lieu de reprendre le micro et de faire du blabla, il fait tu sais quoi? Tu m'as gavé, je vais te défoncer. Et c'est ce que le public veut voir. Le public veut voir du babyface, un mec ou une meuf qui veut se battre. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est pour ça, vous savez, si vous regardez mes matchs en tant que babyface, petit secret d'insider, mais c'est même pas ça, c'est une basique, storytelling basique. Comment on raconte une histoire de base. Et beaucoup devraient, j'allais dire, m'écouter et surtout appliquer ça dans leur match. Un babyface doit toujours aller de l'avant. Ça, je le dis toujours dans mes stages. Un babyface, alors c'est pas moi qui le dis. Enfin oui, bon, je l'ai pas appris tout seul. Je l'ai appris de Ricky Steamboat. Et je l'ai appris de Norman Smiley. J'ai appris de Joey Mercury et de William Regal. Un babyface doit toujours aller vers l'avant. Toujours faire un pas vers l'avant. Le jour où un babyface se relève et fait un pas vers l'arrière, la dynamique est foutue en l'air. C'est du visuel, c'est de l'inconscient. Quand on voit quelqu'un qui avance, on se dit, ok, lui, il veut de l'action, lui, il veut se battre, lui, je l'aime bien. Lui, parce que quand on regarde un match de catch, on attend de voir de la baston, on attend de voir de l'action, on attend de voir du combat. Donc le mec qui va nous donner ça, encore une fois, le mec, la meuf, le non-binaire, allez-y, amusez-vous. Le mec qui fait ça, qui me fait un pas en avant, qui va nous donner de l'action, lui, je l'aime bien. Avec lui, je vais pas m'ennuyer, pour pas dire de gros mots. Lui, c'est mon gars. Et à l'inverse, le heel qui recule, pareil, on va pas l'acclamer. Et des fois, ça peut être tout aussi simple et pas aussi facile, mais oui, quand on est doué et qu'on prend son temps et qu'on sait ce qu'on fait, juste faire un pas en arrière, direct les huées de la foule vous arrivent. Et c'est la base, c'est facile à comprendre, c'est facile à mettre en œuvre. Et cette promo a fait le job complètement. Gunther provoque, Damien Priest arrive et fait, tu sais quoi, je vais même pas perdre mon temps à discuter avec toi, bam, je t'allume. Boum, 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 ils se bastonnent et la foule est en délire. Pourquoi? Parce que Damien Priest a engagé la baston et tout ce qu'on veut voir, c'est laissez-les se battre, laissez-les se battre, laissez-les se battre. On les sépare, pourquoi? Pour qu'ils se conservent pour leur match à SummerSlam. Bon, petit bémol, enfin pas petit bémol, mais heureusement que ces shows n'ont pas été tournés en France parce que j'aurais eu du boulot en tant que gars de la sécurité. Mais en fait, et c'est ça qui j'allais dire, ça m'a fait entre guillemets un peu sourire. Alors je sais pas, je vous dis, c'est les premiers shows que je regarde depuis des années, quoi. Mais c'est encore une fois des mecs qui se bastonnent et qui sont séparés par la sécurité. Alors je sais pas, pareil, c'est pas une critique, mais moi personnellement, j'ai vécu personnellement la même chose à SmackDown et à Backlash à Lyon. C'était la Bloodline, Randy Orton, Kevin Owens qu'on a séparés. Alors est-ce que c'est comme ça à tous les shows de WWE? Je vais prêter attention, je vais voir. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que c'est encore une fois de la paresse scénaristique ou tout simplement c'est la vibe qu'ils veulent donner à leur show, que ça part en live, ça part en testicule à chaque show pour amener du réalisme? Je sais pas, on va voir ça, il faut suivre ça sur le long terme. Mais en attendant, c'était franchement, j'ai marqué parfaite promo, bonne réaction de Babyface, super pour faire monter la sauce entre les deux gars et faire mousser leur match de championnat à SummerSlam qui arrive très bientôt. Ça en est suivi avec un match entre Ilya Dragunov et Bron Breakker. Alors là, tout de suite les amis, Bron Breakker, je suivais ses performances et ses prouesses à travers les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, dès qu'il faisait une prise de ouf, de toute façon on le voyait sur Instagram. Ilya Dragunov, j'ai vu un peu plus de lui parce que je regardais pas mal NXT UK à l'époque où j'étais un peu en contact avec eux. Et j'en dirai pas plus. Et donc ce match, tout simplement, je vous le dis direct, c'est le moment de la soirée, c'est le segment de la soirée. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils ont raconté une énorme histoire avec de l'intensité, de la crédibilité et sans prendre des risques de ouf. C'est ça le truc. Et je le redis, alors ça c'est surtout pour les
apprentis catcheurs ou les catcheurs qui viennent s'entraîner avec moi, qu'est-ce que je dis à chaque fois? On raconte une histoire. Pas besoin de chuter 10 000 fois sur la nuque. Pas besoin de faire 50 Canadian Destroyer. Encore moins 10 000 super kicks. Ça, c'est complètement pourri. Sauf si vous gagnez des millions en le faisant. Ou alors que c'est ce que demande votre patron. Là, dans ces cas-là, si le patron vous paye des centaines de milliers de dollars pour faire 10 000 super kicks par match, bah écoutez, c'est le boulot, c'est le job, on le fait, d'accord? C'est comme si quand vous tournez un film à Bollywood ou un film d'action, je sais pas, à Hong Kong, bah, le style de cinéma va être forcément différent de celui des États-Unis. Donc si ça vous fait gagner votre vie comme ça, bah, allez-y, faites-le. Mais à la base, ce qui marche, c'est ça. C'est un match avec une bonne histoire, raconté sur le travail des côtes, avec un magnifique tournant de match qui est cette souplesse sur le poteau, le gros poteau en métal d'Ilya Dragunov. C'est impressionnant, ça doit pas faire du bien, mais c'est pas non plus une prise ultra dangereuse où Ilya va mettre sa carrière en jeu. Il tombe les côtes sur un poteau en métal, c'est pas comme s'il tombe sur la nuque à l'extérieur du ring, sur le ring apron et la tête la première sur les tapis à l'extérieur du ring. Non, c'est franchement, et suite à ça, Braun s'acharne sur ses côtes. Pareil, alors là par contre j'ai été étonné de deux choses. Déjà, la musique de Braun, je la trouve naze. Celle d'Ilya légèrement mieux, même si je crois qu'elle a changé comparé à ce qu'il avait à NXT UK qui était largement mieux, je sais pas, c'est mon avis. J'ai été très peu impressionné et surpris agréablement, donc très peu surpris et agréablement, ce qui veut dire que j'ai été surpris désagréablement par la plupart des thèmes d'entrée actuellement de la WWE. Alors est-ce que c'est parce que je suis un fan de Jim Johnston à l'époque? Peut-être, je sais pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui manquent de saveur. C'est du classique metal, hard rock, ou alors un truc mis en boucle. Bon, bof. Donc la musique de Braun Breaker, j'ai trouvé ça bof. Il y aurait eu largement mieux à lui faire comme avait son oncle. Une sirène de flic avec derrière des beats et peut-être à la limite des paroles si tu veux, mais un truc qui a de la personnalité, pas juste une énième musique de rock comme ça sans plus. Et j'ai été très étonné donc de Braun Breaker pour sa psychologie. Le mec, il a très bien bossé les codes. Et alors, je sais pas si je vais avoir raison ou tort, je vois des glimpses, je vois des petites étincelles, des petits signes d'un éventuel Randy Orton dans Braun Breaker. Pourquoi? Parce que Braun Breaker dans ce match, et parce que je vous le dis, je ne l'ai jamais vraiment étudié en détail, Braun Breaker. Et là, maintenant, je vais commencer, vu que je regarde les shows pour la chaîne, oh oui, et pour vous les fans. Mais Braun Breaker, de temps en temps, a des éclairs dans ses yeux et sur son visage de vente de ce qui se passe niveau action dans le ring, et ces petits éclairs de lucidité sur son visage, genre, ça fait toute la différence. Si la caméra apprend à bosser avec lui comme ça va être un truc de ouf et ça va devenir un nouveau Randy Orton, ça je vous l'annonce. Pourquoi? Un truc tout bête. Par exemple, il fait une prise de ouf, il voit que Ilya Dragunov est blessé, il se retourne, il fait... Rien que ça, rien que ce petit changement d'aide en ouvrant les yeux en grand, ça peut vous changer non seulement la dynamique d'un match, mais la carrière d'un mec, parce que ça apprend que, encore une fois, le mec raconte une histoire avec son visage. Et c'est tout, c'est pas compliqué, le catch, il n'y a pas besoin de chuter sur la nuque 10 000 fois pour dire « Oh, ça y est, je suis un grand catcheur, j'ai eu un grand match. » Non, frérot, si tu fais ça, c'est que tu sais pas catcher tout simplement et que tu dois retourner dans une école où on t'apprend vraiment ce que c'est le catch. Ça y est, je m'enflamme. Et donc voilà, donc non seulement le match, l'histoire était top, il est revenu sur les côtes, là, les côtes ont joué dans la fin du match, parce que quand Ilya se prend le spear à l'extérieur du ring, donc encore une fois les côtes, et qu'en plus apparemment il se tape la tête sur le bord du ring, que l'arbitre arrête le match, donc Braun Breaker déclaré gagnant et donc aspirant en numéro 1, si je dis pas de bêtises, pour le titre intercontinental de Sami Zayn. Donc là encore, ça fait mouser le titre secondaire, titre intercontinental, parce qu'on se dit, Sami Zayn, est-ce qu'il va survivre à ce challenge, même s'il avait déjà battu, je crois, il y a quelques mois ou 1 ou 2 mois, Braun Breaker lors d'un événement. Cheers les gars, à la vôtre. Oh oui, oh oui. Mais surtout, avec une fin de match comme ça, avec l'arbitre qui arrête le match, mais les amis, encore une fois, c'est gold au niveau storyline. Parce qu'après ça, après le match Sami Zayn, Braun Breaker, quand Ilya revient de ses blessures internes, peut-être, on sait pas. Ça aurait été mieux s'il avait craché un peu de sang. Alors là, ça aurait été énorme. Là, ça aurait été vraiment crédible. Enfin, vraiment encore plus crédible, l'arrêt de l'arbitre. Il prend la prise, l'arbitre vient voir, et on voit du sang qui sort de sa bouche, genre blessure interne, allez stop, on arrête. Alors ils l'ont peut-être déjà fait avec Braun Breaker, je sais pas, parce que j'ai vu que récemment, il défonçait les gens, il avait failli tuer malheureusement Ricochet à la suite d'un petit problème qu'il y a eu, d'ailleurs pour info, je sais pas si quelqu'un l'a dit sur internet, mais moi je vous le dis tout de suite. Quand Ricochet, il s'est pris par Braun Breaker la tête la première dans le camion, comme Kevin Nash l'avait fait à Rey Mysterio à l'époque de la NWO en 96, ce qui s'est passé...
Ricochet a eu une chance de ouf, il a failli se tuer, c'est-à-dire s'exploser la tête au sol. Pourquoi? Parce que quand il a été lancé par Braun Breaker, sa jambe est restée en l'air et s'est accrochée à l'épaule de Braun Breaker et ça lui a fait genre une sorte de balayette et le mec a pris une chute arrière sur le sol en goudron du parking où ils étaient et il a failli littéralement mourir. Pourquoi? C'est pas vraiment la faute à un des deux, c'est juste que malheureusement, Braun Breaker quand il a lancé, il s'est peut-être pas assez retiré rapidement et là la jambe de Ricochet s'est coincée sur son épaule et il a fait une chute arrière. Retournez voir le clip, vous verrez, j'ai raison, croyez-moi, j'ai étudié le truc sous tous les angles et je me dis mais waouh, Ricochet a failli mourir sur ce segment et je n'ai vu personne, en tout cas et encore plus, enfin, parce que moi je regarde surtout l'internet américain, j'ai vu personne aux États-Unis pointer le doigt là-dessus en disant Ricochet a failli mourir à cause de ça. C'est un accident, comme on dit, un freak accident, mais ça a failli se passer. Donc tout ça pour dire, si Ilya Dragunov avait pissé un peu de sang, enfin une capsule ou quoi que ce soit, je sais pas, du sang qui sortait de la bouche, ça aurait été parfait. Parce que l'arbitre arrête le combat. Non, il peut plus continuer, on arrête. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça permet que dans les storylines d'après, Ilya va pouvoir revenir après le match entre Braun Breaker et Sami Zayn, si encore plus Braun gagne, ce qui serait vraiment pas mal pour sa carrière. Encore une fois, titre secondaire qui permet de construire un catcheur avant de le préparer pour le main event, éventuellement dans quelques mois, voire quelques années, plutôt, de préférence. Et là, Ilya arrive en disant, mais attends, tu sais que moi, j'ai jamais perdu mon match. Donc, si cet arbitre n'avait pas arrêté le match et m'avait pas empêché de continuer, eh ben, ça serait moi le champion intercontinental. Et là, vous avez une storyline qui suit naturellement son flow et qui va permettre de voir, qui est totalement justifiée dans l'histoire qu'on raconte. Et là encore, ça fait suivre le truc. Donc franchement, on a bien démarré. Pour moi, c'était largement le segment de la soirée. Pourquoi? Parce que ils ont rien fait de compliqué, mais tout était intense. Ils se rentraient dans la gueule, c'était crédible, c'était solide. Yo, c'est ça le catch. Et c'est ça le catch que j'aime. Et c'est ça le catch que j'essaye de faire. Alors peut-être pas avec des prises aussi compliquées parce que bon, quand on catch sur des shows où des fois malheureusement ça arrive, il n'y a même pas de vraie équipe médicale avec un kiné, une table de massage, tout ça dans les vestiaires comme il y a à la WWE, on limite les risques et on va pas faire des trucs de fou. Mais en attendant, segment de la soirée déjà direct, bon ça c'est après avoir vu tout le show, parce qu'après ce match on a suivi avec Lyria Valkyria contre Sonya Deville. Match moyen sans plus. Donc déjà, pourquoi? J'ai vu aucun personnage. Il n'y avait pas de charisme dans ce match. Même dans le groupe de 3 contre 3, il n'y a pas de substance. On ne sait pas c'est quoi les gimmicks. On ne sait pas c'est quoi les histoires. Et franchement, je suis désolé, mais encore une fois, les groupes de 3 meufs, c'est bon, combien il y en a eu à la WWE? Alors je sais qu'on utilise des recettes qui marchent et qu'il faut mettre tout le monde sur le show. Là-dessus, je dis c'est super de voir beaucoup de catcheurs sur un show télévisé de 3 heures. Mais là, c'est bon, les groupes de 3 meufs qui font les destructrices ou alors j'allais dire les pains-bêches, c'est-à-dire les meufs on peut pas blairer. Ça a été vu, revu et revu. Hein. Donc bon, j'ai pas vraiment accroché. Et alors là, par contre, bon, je m'en fous, j'en parle. Hein, parce que je peux me le permettre avec 20 ans d'expérience. Les amis, quand on est à ce niveau-là à Raw, il est impardonnable de faire des botches. Dans le sens, un botch aussi simple à éviter que travailler la prise de finition, ou en tout cas une des prises principales du match avant le show. Quand on voit, et là je m'en fous de le dire parce que d'autres vont le dire sûrement, notamment sur l'internet américain, mais quand vous avez Lyria Valkyria qui chope Sonya Deville pour lui faire une sorte de powerbomb, je crois c'était genre gut wrench powerbomb, et que Sonya Deville reste accrochée à ses hanches et qu'on entend très clairement, j'ai été obligé de mettre la vidéo, rejouer la vidéo en vitesse normale parce que je l'ai regardé en 1x25, c'est quand même 2h30, là vu que j'ai fait les commentaires aujourd'hui, je voulais le regarder ce matin mais j'ai pas pu, donc bref, je l'ai mis en vitesse normale pour être sûr de ce que je vais vous dire. Quand on entend très clairement Lyria Valkyria qui dit let go à Sonya Deville, parce que j'allais dire cette bouffonne elle se retient, elle reste le bras derrière parce qu'elle a pas compris déjà, elle a pas compris ou alors elle a pas assez répété ou elle a oublié, je sais pas, bon à part si elle a une commotion cérébrale, là d'accord j'excuse, mais si elle a pas ça, yo sœur, t'as rien à foutre dans un ring WWE et surtout à te faire le salaire que tu fais si t'es même pas capable de te souvenir qu'on peut prendre une prise. Et une prise de base. Non mais ça en plus c'est le genre de truc qui me gave. Parce que non seulement déjà sur le catch indie, entre guillemets c'est impardonnable, mais alors en plus quand t'es professionnel à la WWE, t'as rien à foutre là. Je le dis clairement, t'as rien à foutre là. Retourne sur les indies, retourne catcher devant des fois 20 à 50 personnes, paye tes dus, et après tu reviens au big time de la WWE. Mais voilà, attends, c'est scandaleux de pas être capable de prendre une prise convenablement. Et que la pauvre Lyria Valkyria qui galère, let go, elle le dit même 2 fois très clairement. Yo, faut arrêter, au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises et surtout mettre du professionnalisme dans ce qu'on fait. Et moi, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire parce que ce genre de truc, jamais je ferai cette erreur. Si j'apprends, ne serait-ce que regardez, petit détail pour vous montrer à quel point, entre guillemets, je suis professionnel, d'accord? À Backlash. Non, pas Backlash, à SmackDown avant Backlash. Quand Randy Orton me fait le belly to back sur la table des commentateurs. Vous savez ce que j'ai fait? Alors,
on l'a pas répété. Le producteur qui était Bobby Roode me dit vas-y toi tu vas prendre cette prise. Ensuite Randy Orton lui devant les vestiaires me dit c'est toi qui prends la prise, ok d'accord, mais on l'a pas répété, il m'a pas montré comment il allait me soulever, il m'a pas montré où il allait mettre les mains, c'était juste vas-y tu fais ça et d'abord je balance l'italien par-dessus les cordes et après je te fais cette prise. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit à Fabio Ferrari qui avait son téléphone, je fais yo frérot tu peux prendre ton téléphone s'il te plaît, tu vas sur YouTube et tu mets Randy Orton belly to back table des commentateurs sur YouTube, je veux voir comment il apporte, je veux voir comment il a fait, tu vois, et je l'ai regardé au moins 10 fois d'affilée pour être sûr ok d'accord il fait comme ci, il fait comme ça, parce que moi ma priorité numéro 1 c'était d'être le plus léger possible pour Randy, pour pas le blesser, on sait jamais, parce que si le mec il vous lève, il se fait mal à l'épaule, parce que j'ai que Randy malheureusement il a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, le mec il vous lève et vous êtes lourd, vous pesez 10 kilos, et enfin 10 kilos non quand même pas, mais vous êtes à l'époque j'étais quand même 98 kilos à SmackDown et Backlash. Mais si vous êtes super lourd à soulever, déjà il va dire oh, il m'a gavé celui-là, le reprenez plus, primo. Et deuxièmement aussi pareil, je voulais pas faire une rotation, une surrotation comme il avait fait avec les Singh Brothers. Il en avait fait un, je crois, il était tombé sur la nuque et je suis oh, vas-y, j'aimerais continuer ma carrière après ce show, tu vois. Donc j'ai regardé la prise au moins une quinzaine de fois juste avant le segment. Et ça s'est bien passé. Donc parti de là, ok, c'était un match entier que faisait Sonya Deville, mais quand même, je veux dire, oh, t'as toute l'après-midi pour préparer le show et préparer le combat. Et c'est un match qui fait quoi, 10 minutes max. Tu vas me dire, t'es même pas capable de te souvenir d'enlever le bras. Enfin bref, je m'enflamme, mais c'est le genre de truc, yo, quand on est passionné, qu'on est perfectionniste comme je le suis, c'est impardonnable. Pour moi, c'est impardonnable. Alors, impardonnable, sauf s'il y a une blessure au milieu, mais si c'est juste parce qu'elle a fait un oubli ou parce que de la paresse et elle a pas répété avant le show, moi, petit carton jaune. Oh oui, oh oui. Ou plutôt, oh non, oh non. Donc voilà, après ce match, ouais, j'ai mes gros avertissements sur le let go de Lyria Valkyria. Gros avertissement, je pense que vous avez compris. Ensuite, on a suivi avec une promo de CM Punk. J'ai marqué Top of the Hour, Superstar. Comprenez comment un show est monté. Là, c'est un show qui fait 3 heures. Raw commence à 8 heures aux States. Donc 8 heures, de 8 heures à 9 heures, 10 heures, 11 heures. De 20 heures à 23 heures, il y a Raw. Ils sont quoi? Ils sont sur, je sais plus quelle chaîne là-bas. Pas USA, je crois. Bon, peu importe. La mentalité de comment monter un show comme ça, c'est que à chaque top of the hour, c'est-à-dire à 9h, à 21h et à 22h, il faut qu'il y ait une superstar importante, célèbre, connue à l'écran. Pourquoi? Parce que à 21h et à 22h, c'est là que les gens changent de chaîne. Ils zappent, ils regardent pendant 1 heure ce qu'il y a, et après, au bout de 21h, bon, qu'est-ce qu'il y a sur les autres chaînes? Qu'est-ce qu'il y a sur les autres chaînes? Si on met la chaîne de Raw et qu'on voit CM Punk, qui est quand même une des plus grosses stars en ce moment du roster WWE, en tout cas une des plus connues à Raw notamment, et ben on dit, oh, il y a CM Punk, je laisse. Et donc, avec du sens, CM Punk sort pour ce segment qui arrive au sommet de l'heure, top of the hour, pour une promo dans le ring avec, il commence tout seul, et il est rejoint par Drew McIntyre comme on l'appelait, enfin Drew McIntyre comme on l'appelait, bon, il s'appelait Drew Galloway à TNA, mais on l'appelait Drew McIntyre avec Marcus, parce qu'on aimait traduire, bon, la petite histoire, on aimait traduire les noms des catcheurs anglais et américains en français. Donc Drew McIntyre, c'est Drew McIntyre. Voilà, ou André McIntyre, voilà, on l'appellerait comme ça. Drew McIntyre, on l'appellerait André McIntyre. Bref, CM Punk est rejoint par André McIntyre, et là, encore une fois, ce qui est top, ce que j'aime, là j'ai beaucoup aimé dans ce show, c'est le respect du storytelling de base, mais qui marche. Pourquoi? CM Punk est là, et je vous le redis dans la mentalité babyface que j'ai exposé au début, je suis là, je veux me battre. Je suis guéri, toi t'es réengagé, André McIntyre, viens te battre, on le fait ça tout de suite maintenant. Et là, Drew McIntyre il arrive, il fait genre, ok, c'est bon, j'ai entendu ton message, mais non, pas ce soir. Et là, bouh, il s'est hué. Pourquoi? Parce qu'un heel est là pour retirer aux gens ce qu'ils veulent voir. Un face est là pour donner aux gens ce qu'ils veulent voir, de l'action, du combat, de la joie, et un heel est là pour leur retirer. Base, storytelling de base. Donc après, suite à ça, il y a le general manager de Raw, Adam Percé, qui arrive, et ça me replonge dans les années NXT de faire ça, bon bref, de chercher la traduction en français du nom du mec. Donc Adam Percé arrive et annonce que donc grosso modo le match va se tourner en 1 contre 1, il va être à SummerSlam avec un arbitre spécial, Seth Rollins. Donc bel esprit, franchement, beaucoup d'enjeux pour ça. Attention, beaucoup d'émotions dans ce match, beaucoup d'histoire. Mais malheureusement, je trouve pas beaucoup d'enjeux. Pourquoi? Parce que avec l'animosité qu'il y a entre les trois et Seth Rollins qui va faire l'arbitre entre eux, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas, le gagnant, il va pas gagner quelque chose ou le perdant va pas être interdit d'autre chose. C'est juste, grosso modo,
à qui se déteste le plus et qui va avoir le plus de succès, d'honneur et de fierté à battre son adversaire. Ce qui est quand même très important en catch, mais je trouve que malheureusement il manque quelque chose à ce match. Je vous le redis, par exemple pour les anciens de la première heure, souvenez-vous du match, je crois que c'était à SummerSlam 97 peut-être, avec Undertaker contre Bret Hart pour le titre de champion de WWF, avec Shawn Michaels en arbitre. Là, c'était énorme parce que c'était le même genre de vibe où il y avait les trois avaient une histoire lourde entre eux, mais en plus, il y avait le titre WWF en jeu. Là, il y avait quelque chose en jeu. Là, il y a une histoire de ouf entre les trois, mais malheureusement, je trouve qu'il manque un enjeu et ça, c'est très dommage. Mais en attendant, la storyline est quand même bien construite et peut-être que la semaine prochaine, ils vont mettre une stipulation, pas une stipulation, oui, peut-être une stipulation, ou alors mettre un enjeu plus précis, genre par exemple, si CM Punk bat Drew McIntyre est interdit de titre de chance pour le championnat du monde pendant 1 an. Ça serait énorme parce que là, il y a un enjeu. C'est encore une fois, c'est comme quand Taker et Shawn Michaels ou Taker et Triple H combattaient à WrestleMania, il y avait la streak qui était en jeu, qui était un énorme enjeu. Et ça, c'est super que dans un match où déjà on sait qu'on a droit à 2 grands catcheurs, car en plus il y a un enjeu. Oh oui, ça augmente l'intérêt du match et j'espère sincèrement que c'est ce qu'on va avoir pour ce match-là. Oh oui. S'ensuit un match à 6 avec Tozawa, Otis et Xavier Woods contre le Final Testament, dédicace spéciale à mes 2 potes Guzim et Sunny, Rezar et Akam. Akam avait été mon colocataire à NXT pendant presque 1 an et je le connais très bien d'ailleurs, je me souviens à l'époque, je lui apprenais à donner des coups d'avant-bras qui claquent bien. Et d'ailleurs quand il m'avait revu quelques années après, il me dit Frenchie, mec, merci parce que c'est grâce à toi que que j'ai compris qu'il faut être crédible dans le ring. Qu'il faut être crédible et que si tes coups claquent pas, surtout avec un mec de sa taille, ça allait pas. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose qui clochait. Si le mec il fait 1m95 pour 140 kilos et que ses coups claquent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est qu'il y a un disconnect, une déconnexion entre ce qu'on voit, son apparence, et après ce qu'on voit au niveau action dans le ring. Donc dans ce match, bon petit match. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc comme on dit, on raconte une histoire en catch, donc très bonne psychologie pour faire mousser les auteurs de la souffrance, les auteurs de la douleur, Authors of Pain, Akam et Rezar. Si vous regardez tout le début du match, ils prennent aucune chute. Ils se font frapper, ils vendent à peine, ils prennent aucune chute, et les seules chutes qu'ils prennent, il y en a une semi-chute de Akam à l'extérieur du ring sur un plongeon à travers les cordes, donc c'est un plongeon, le mec qui se jette de toutes ses forces, de tout son poids, pour déstabiliser physiquement Akam. Bel esprit. Quand on raconte une belle histoire comme ça et qu'on garde la dimension big guy de mecs comme Akam et Rezar, bel esprit, je kiffe parce que je redis, on raconte une histoire en restant simple, basique et ça marche parce que c'est bien fait, c'est intense et c'est bien filmé aussi, ça joue, croyez-moi, beaucoup. Alors là aussi, les amis, on apprend le catch avec Tom LaRuffa sur la chaîne Tom LaRuffa et hashtag oh oui, non hashtag TL review mais hashtag oh oui aussi. J'allais dire, je vous apprends le catch. Oui, je vous apprends le catch. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, pas moi, enfin oui, moi, là, maintenant, mais je l'ai appris en m'entraînant avec les meilleurs coachs de la planète. Le moment du match, et un des moments les plus forts du show aussi, niveau réaction de la foule, c'est quoi? C'est le Worms d'Otis. Alors peut-être Otis, d'après ce que j'ai compris, était le héros local. D'accord, ça aide. Mais en attendant, de tout le match, et dans la plupart des matchs, la foule c'est le plus levé et excité pour le Worm d'Otis. Est-ce que c'est une chute? Est-ce que c'est une prise de ouf? Est-ce que c'est un triple salto arrière à l'extérieur du ring? Non. C'est du personnage, c'est une connexion avec la foule, c'est un gros plan sur la tête d'Otis, un mouvement qui divertit les gens et descendre du coude, si je dis pas de bêtises. Et ça, je le redis, ça vous montre l'importance du personnage, du charisme, notamment par opposition au match des femmes qu'il y a eu juste avant, entre Sonya Deville et Valkyria. Parce que justement, il n'y a pas eu de personnage, elles ont fait les prises, il n'y avait pas de personnalité, et franchement, on se souvient limite même pas du match. Par contre, moi je me souviens du moment du Worm d'Otis, et je pense que tout le monde s'en souvient, et ça va être un truc qui va définir la carrière d'Otis 15 ans plus tard, dans 15 ans. Dans 15 ans, Otis, quand on le verra sur un show, peut-être indie, peut-être toujours à WWE, qu'est-ce qu'on voudra voir? Le Worm. Et c'est comme ça pour la plupart des moves de personnages, des moves de gimmicks. Et c'est pour ça que je dis toujours aux catcheurs et que j'essaye moi aussi, regardez le Aou. Aou, ça mousse de ouf. Est-ce que c'est une prise? Est-ce que c'est une chute? Non. C'est du personnage et ça implique la foule dans ce que je fais. Et ça m'amuse de le faire. La foule, ça les amuse de le faire avec moi. Et je vous le redis,
Ça fait pas tout en catch, il faut pas faire que des catchphrases et des interactions avec la foule, mais ça y joue énormément. Pourquoi croyez-vous que Hulk Hogan ou The Rock étaient aussi populaires et ont fait autant d'argent dans le business? Pourquoi? Parce que ils arrivaient à impliquer la foule non seulement dans leurs matchs, mais dans leurs promos également. Et ça, je vous le redis, c'est la base. Et ceux qui cherchent à changer le business, à faire 10 000 prises, vous savez qui vous êtes, et si vous savez pas, posez-vous les bonnes questions. Vous avez rien compris au business et vous n'allez pas faire long feu parce que le jour où vous serez blessé, vos 50 000 prises qui vous font briller, vous pourrez plus les faire. C'est dit, oh oui, oh oui. Mais ça, de toute façon, je le dis à chaque fois que j'entraîne des gens. D'ailleurs, en parlant de ça, oh oui, petit instant pub, je dis pas de bêtises, du 19 août au 25 août, lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, non pas le 25, le 23, du 19 au 23 août, je vais coacher une semaine d'entraînement intensif avec la Brawl Spirit Federation à Lyon. Renseignez-vous, allez sur leur Facebook, allez sur leur Instagram. Je vais sûrement faire une vidéo, un de ces quatre pour en parler, mais 5 jours d'entraînement intensif, je pense qu'on fera entre 5 et 6 heures par jour. L'après-midi, d'après ce que m'a dit Raphaël Belmont qui gère la BSW, Brawl Spirit Federation, BSF. Et franchement, alors, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr, débutant comme confirmé, mais croyez-moi, si vous êtes confirmé ou vous voulez plus d'expérience, venez, parce que quand je peux entraîner des gens sur une période prolongée comme ça, une semaine entière, croyez-moi, on progresse super bien parce que je peux corriger du jour au lendemain ce qui ne va pas top dans votre catch ou vos promos ou votre travail de personnage. Et croyez-moi, la plupart du temps, à la fin de la semaine, les mecs ou les meufs, ils ont changé complètement leur vision du business. Et ça, c'est ce que j'aime faire parce que là, dans ces cas, on aura accès à un ring, bien sûr. Donc, je vous redis, semaine d'entraînement intensif. Brawl Spirit Federation du 19 au 23 août. Je redis, je vais pas refaire le calcul. Et franchement, si vous voulez venir, inscrivez-vous rapidement parce que les places sont limitées. Bien évidemment, je ne vais pas prendre 30 gars parce que c'est impossible de les entraîner. Mais je crois qu'on en est déjà une dizaine et je crois que c'est limité à 15 places. Donc dépêchez-vous. Oui, bel esprit. Après ce match à 6, s'en est suivi une promo par Chad Gable. J'ai marqué Chad Gable, excellent en majuscule au micro. Alors ça, je pense que c'est nouveau pour personne, mais je le redis, anecdote, parce que vous aimez ce genre d'anecdote. Yo les amis, Chad Gable est arrivé au Performance Center en 2014. Je crois bien, ouais, 2014. Il n'était pas là à l'ouverture, il est arrivé entre temps, je me souviens. J'étais avec Norman Smiley en cours à cette époque-là, et Norman me disait... Parce qu'il avait fait un tryout au Performance Center, Chad, et Norman Smiley nous avait dit un jour à l'entraînement, on a un Olympien qui a été médaille d'argent aux Jeux Olympiques qui arrive et lui, il est excellent. Il me rappelle énormément Kurt Angle et tout. Et donc on savait à l'avance qu'il allait arriver. Donc Chad Gable arrive, adorable. Le mec est adorable. Il était très gentil, très professionnel, très respectueux du business. Et ça, mention d'honneur pour toi, frérot. Et pour la petite histoire, je jouais souvent aux jeux vidéo les soirs en semaine. Pas les soirs où il y avait des shows, donc pas les vendredis, samedis, dimanches, mais plutôt les lundis, mardis, mercredis. Et chez Sawyer Fulton, qui est Madman Fulton, il a été un peu à la TNA. Il était dans Sanity aussi, je crois, une des premières versions. Il y avait Solomon Crow, Sami Callihan qui venait aussi, un autre catcheur qui s'appelait Cal Bishop, qui catch plus vraiment un peu sur les indies en Floride. Et à côté de chez eux, habitait aussi, j'allais dire Livé, habitait Chad Gable. Et il était venu une ou deux fois jouer. On jouait à la Switch à l'époque, ouais. On jouait à Smash Bros et on jouait à... Oui, bon, je suis un grand gamer, les amis, un très très grand gamer depuis très longtemps. Et peu importe qui vous êtes, peu importe qui regarde cette vidéo, je vous démonte tous à Smash Bros, je vous démonte tous à Mario Kart, peut-être même à FIFA également, parce que je m'y suis remis il n'y a pas longtemps. J'ai rousté mon frère et deux potes à lui, c'était à 3 contre 1, je sais pas, ça faisait des années que j'ai pas joué à un jeu vidéo de foot. Et j'avais encore tous les automatismes de Pro Evolution Soccer, PES, pour ceux qui s'en souviennent. Bon bref, tout ça pour dire, Chad Gable était venu jouer une ou deux fois et franchement on avait bien rigolé. Il était pas mauvais à... Oh, il y avait Woods, comment il s'appelle Josh Woods, qui est à ROH. Lui aussi, il était pas mauvais. C'était le seul qui arrivait un peu à me battre à Smash Bros. Il avait une technique d'anti-jeu avec Samus. Moi, je prends toujours Link. Link ou Samus, justement, depuis que j'ai vu jouer Josh Woods. Link, on va dire, les 3 quarts du temps. Et quand j'en ai marre de Link ou qu'il faut changer, je prends Samus. Mais bref, ça pour dire, Josh Woods était le seul qui arrivait à me mettre en difficulté avec Link. Mais après, tous les autres, je les exposais. Bref, tout ça pour dire, Chad Gable, excellent au micro, mais il était déjà excellent
en 2014 et en 2015, donc c'est pas du tout étonnant de le voir toujours aussi bon, voire bien meilleur actuellement. Et là maintenant il a son petit groupe Alpha Academy, son nouveau groupe, parce qu'il avait avec les autres avant, Otis et compagnie. Là maintenant il a les Creed Brothers, si je dis pas de bêtises. Et en fait quand j'ai vu ce groupe, je me suis dit, parce que j'ai vu qu'il y a des rumeurs qui disaient que Kurt Angle était intéressé pour revenir justement manager Chad Gable. Et ben ça, franchement quand j'ai vu ce groupe, je ferais ouais, ça aurait de la gueule. Oh oui, oh oui. Pourquoi? Parce que vous avez Chad Gable qui est le leader du groupe. Les Creed Brothers qui sont le jeune futur, l'équipe, le futur du business. Et vous auriez Kurt Angle qui serait le wise man, c'est-à-dire la légende, mais qui se tient un peu en retrait, mais qui conseille quand même le groupe par son expérience et son palmarès et son CV. Ça me rappelle, alors, toute proportion gardée, parce que Alpha Academy ne domine pas Raw, mais ça me rappelle énormément la dynamique de Evolution. Avec Triple H le leader, Chad Gable, Ric Flair, l'ancien vétéran mais légende qu'on respecte, Kurt Angle, et les deux jeunes, Orton et Batista, les Creed Brothers. Alors je sais pas leur prénom parce que je regardais pas NXT quand j'y étais, mais je sais que c'est des monstres athlétiques. Un peu dangereux quand même avec la bombe qui fait de la troisième corde, celui qui est un peu plus large. Mais en attendant, je sais que je vois comment ils s'entraînent sur Instagram. J'avais vu des réels où ils faisaient des trucs de fou dans la salle de muscu. Ultra bel esprit. Suite à ça, dans cette promo, bien évidemment, on les attend, les Wyatt Six. Alors, Wyatt Six, j'ai suivi de très près comment ils ont été formés, mais malheureusement, j'ai pas vu assez d'eux sur ce show pour vraiment avoir un avis sur lequel je peux parler en connaisseur. Tout ce que je vais dire, c'est que j'ai quand même énormément adoré la façon qu'ils ont eu de débuter. Pourquoi? Parce qu'ils ont débuté d'une façon absolument non seulement unique, inédite dans le business, de foutre en l'air le gorilla, c'est-à-dire le gorilla, c'est cette pièce où on est juste avant de dépasser le rideau. Ils ont tout foutu en l'air, ils avaient cassé les néons, tout ça, il y avait même du sang. Wow, et c'était limite cinématographique, c'était top. Maintenant, ça me rappelait un peu le début de Nexus, où là pareil, la première fois que Nexus est arrivé, ils avaient détruit le ring, ils avaient enlevé la mousse, ils avaient fait des trucs, enfin voilà, Nexus. En fait, et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on a senti dès le début une volonté de les pusher, mais de les pusher de manière sérieuse, qu'on les prenne au sérieux et que ce soit vraiment une force de destruction. Donc, suite à ce début, j'ai pas trop regardé s'ils ont fait les semaines suivantes. Je sais qu'il y avait la meuf qui filait un paquet à Michael Cole à chaque fois. Donc là, malheureusement, j'étais un peu déçu quand même de ne pas voir un peu plus d'eux parce que je voulais vraiment mettre, comme on dit, plonger mes dents dans le sandwich, même si je mange plus de viande, je suis végétarien. Mais je voulais vraiment essayer d'en voir un peu plus d'eux. Bon. C'était quand même pas mal, l'ambiance est là, la foule est à fond dedans, le Sister Abigail par Bo, Uncle Howdy, bel esprit, très belle, en fait franchement, très bel hommage à Bray qui le mérite largement, et où qu'il soit, Bray, on pense tous à toi, oh oui, oh oui, et en fait j'en ai eu quand même des frissons en regardant ce segment, donc bel esprit. Et d'ailleurs, là aussi je parlais d'ambiance cinématographique, si vous regardez le scénario de ce segment, c'est ça que j'ai kiffé, c'est comme un film d'horreur en fait. C'était comme un film d'horreur. Vous avez une scène de la vie de tous les jours où des gentils se font agresser par des méchants, la mafia, appelez ça comme vous voulez, des mecs en costard qui les défoncent, et là d'un coup, wow, les lumières s'éteignent, le temps s'arrête, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monstre qui arrive et qui vient d'une façon ou d'une autre aider le gentil. Et donc les méchants ils sont là avec leurs flingues ou avec les chaises dans les mains. Il est où? Et ils paniquent, et là ils se font défoncer. Et ça, si c'est pas du cinéma pour vous, si ça vous donne pas l'impression de voir une scène d'un film d'horreur ou même d'un film de suspense, et ben c'est que soit vous regardez pas assez de cinéma, soit vous regardez pas le catch comme moi je le regarde, c'est-à-dire je vois la différence aujourd'hui avec les scripteurs. Alors ça j'en parlerai peut-être plus sur le long terme, mais quand j'étais à SmackDown et à Backlash, j'ai senti direct la différence d'ambiance dans les vestiaires, depuis que j'imagine Triple H a pris les rênes, et tout le monde me l'a dit. Tout le monde m'a dit, mec, Frenchie, c'est plus comme avant ici. Dans le sens, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de liberté sur plein de domaines et maintenant je le vois dans le produit, je le vois que en effet quand on laisse faire les scénaristes, eh ben ça donne tout de suite l'impression de regarder une série télé ou un film. C'est franchement, j'ai vraiment kiffé. Alors après ça veut pas dire que je kiffais pas comme c'était avant, dirigé par une autre personne dont il ne faut plus dire le nom, suite à des affaires dans lesquelles il est. Mais franchement, j'aime beaucoup la vibe. À voir si ça continue, surtout à voir ce que ça donne sur le long terme. Parce que petite critique que j'allais faire sur ce Raw, même si on l'a pas encore terminé, c'est que j'ai vu quand même beaucoup de parallèles avec SmackDown. Et en fait, c'est dû à la conjoncture, j'imagine. On a eu un match en équipe pour terminer, et aussi, on a 2 babyface en tant que champion. Et quand on a un babyface en tant que champion, alors, c'est mon avis, mais c'est relou la dynamique. Parce que un babyface champion, on est obligé de construire des méchants très méchants pour créer une menace pour lui assez importante pour que les gens aient envie de voir le match. Alors qu'à l'inverse, quand on a un méchant en tant que champion, là, le gentil est déjà construit
Et c'est le gentil qui court après le méchant. La dynamique est différente et je trouve c'est beaucoup plus prenant pour le public. Donc ça, voilà, c'est... En fait, c'est pas que j'ai eu l'impression de regarder les deux shows, mais l'énergie qui s'en dégageait, notamment pour la storyline, pour le titre de champion du monde et le main event, ça sentait un peu pareil. Ça sentait pas ce que le Rock cuisine, mais ça sentait un peu pareil. Après ce segment, nous avons eu Bronson Reed, Pete Dunne. Bon, segment rapide abrégé par Sheamus. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que Pete Dunne, je connecte pas. C'est pas un personnel contre lui, je connecte pas. Pour moi, il est trop petit. Il y a rien de Pete Dunne qui me donne envie de regarder ce qu'il fait. Voilà, c'est honnête, c'est comme ça, désolé. Sheamus, respect total pour sa carrière. Bon, on lui donne ce programme parce que je pense pour l'instant on n'a rien d'autre pour lui, on veut un peu y aller tranquille. Bronson Reed, big guy qui fait de très jolis trucs, mais pareil, des mecs comme ça, il y en a en ce moment, il y en a une demi-douzaine à la WWE, donc pareil, ce segment n'a pas vraiment marqué mon attention. Si vous les aimez, allez, tant mieux pour vous, mais de toute façon c'était super rapide. Est-ce que peut-être il y a eu des problèmes de temps aussi? Qui sait, peut-être avec d'autres segments, who knows. Mais en attendant, c'était un segment très rapide, il n'y a même pas eu de match. Alors, s'ensuit le segment avec Dominique, Rhea Ripley et la magnifique Liv Morgan. Segment de ouf. Pourquoi? Pas parce que Liv Morgan est très mignonne, pour rester poli. Rhea Ripley, j'aime moins, c'est pas trop mon genre. Elle me rappelle un peu une sorcière un soir de pleine lune. Mais... pourquoi segment de ouf? C'est parce que la dynamique de la storyline est absolument énorme. Et ça, c'est ce que je kiffe. Les amis, pour ceux qui suivent l'Arix et ceux qui suivent le groupe, un certain groupe appelé les Francs-Tireurs, vous comprendrez que les storylines où il y a de l'ambiguïté à tous les niveaux et que techniquement ont eu des gens qui devraient être des babyface, c'est un truc de ouf. Ou que la frontière entre heel et babyface est tellement fine que les gens savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Là, c'est top. Et là, c'est pas du tout la même genre de vibe avec cette storyline, mais c'est un peu ce qu'on a eu. Moi, à la fin, quand j'ai vu Liv Morgan se faire rembarrer par Dominique, et qu'elle a... alors, est-ce qu'elle a vraiment pleuré ou est simulé? Qui sait? Bah, franchement, parce que je vis le truc, je me projette dans le show en tant que fan et en tant que commentateur, bah, ça m'a brisé le cœur. Et limite, Liv Morgan tourne babyface maintenant. Et les heels, bon, Dominique, énorme heel, entraîné par Lance Storm, oh oui, comme moi, mais... Rhea Ripley tourne peut-être illégalement. Parce que c'est elle qui a un peu forcé Dominique, surtout quand elle le prend par le cou, par les cheveux, qu'elle lui lèche l'oreille. C'est qu'en fait, elle est rentrée dans la tête de Dominique et qu'en fait, c'est elle qui le force à dire ça. Et moi, je vous le dis, enfin, je sais pas pour vous, dites-le dans les commentaires si vous sentez la même vibe. Mais moi, quand j'ai vu Liv Morgan, la pauvre, pleurer, même si c'est vrai qu'elle avait blessé Rhea et qu'elle faisait tout, on a l'impression, pour foutre en l'air sa vie, peut-être qu'elle est vraiment tombée amoureuse de Dominique. Et peut-être que Dominique, complètement manipulé par Rhea, n'avait pas envie de l'envoyer bouler, mais il l'a fait parce que Rhea le menaçait littéralement. Parce que Rhea, les replays leaders du Judgment Day, bon... ouais, je sais pas, encore une fois, je regardais pas le produit, donc j'ai pas vraiment accroché au parcours de Rhea Ripley, mais franchement, dans ce segment, j'ai kiffé parce que la dynamique a complètement été renversée et explosée. Enfin, je fais, waouh, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça va être next? Est-ce que maintenant Liv va tourner babyface parce qu'elle va pleurer à chaque show? Est-ce qu'elle va continuer à essayer de draguer et d'emballer Dominique Mysterio? Est-ce que, parce que ça aussi je le vois bien, alors parce que bon, faut voir un peu comment ils vont faire avancer la storyline, mais est-ce que Finn Balor qui essaie chaque fois de couper Dominique dans son élan, c'est parce que lui, il kiffe Liv Morgan? Je vous dis, et c'est ça qui est énorme. C'est ça qui est énorme quand les storylines, moi j'enlève les lunettes parce que ça me fait de la buée dessus, et qu'en fait il y a à la fois trop de lumière et pas assez, bref, c'est ça qui est énorme quand une storyline vous laisse imaginez 50 000 possibilités et vous donne envie de voir la suite. Et ça, dans un show de catch, quand ça arrive à faire ça, c'est bel esprit. C'est aussi pour ça que c'est très important la fin d'un show de catch, parce que je me souviens, moi, la WCW, à l'époque 98, quand c'était la NWO en full effect, chaque fin de show, on était là, genre c'était un gros BOR DEL, et on était là à dire qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Et c'est ce que vous voulez. N'importe quelle bonne série télé, à la fin de chaque épisode, vous avez, wow, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et si vous n'avez pas ça, dans un show ou dans une émission ou dans un film, bon, s'il y a plusieurs volets dans le film, si c'est une trilogie par exemple, eh ben, c'est que quelque part le scénario pue, ou que le jeu d'acteur est pourri, ou qu'il y a un problème quelque part. Et là, dans cette storyline, franchement, truc de ouf, une tente de voir là où ça va évoluer. Bon, après, il y a le match entre Rhea Ripley et Liv Morgan, mais c'est une histoire qui est loin d'être terminée, et ça, c'est oh oui, bel esprit. Zelina Vega contre Zoe Stark, ça va, bon match.
Donc oui, ça va, bon match. Zelina Vega, grosse mention pour le fait que tu sens qu'elle investit dans ses tenues, dans son look, dans son catch aussi. Franchement, elle aime ça. On sent qu'elle aime le catch. On sent que vraiment elle est motivée par ça. Et mention spéciale pour elle. Parce qu'en plus, elle a un peu catché en dehors de la WWE, donc double mention. Zoe Stark, bah, exactement comme Sonya Deville. J'accroche pas. Il y a rien, j'ai l'impression. Enfin, il y a rien. La meuf est une athlète de ouf. Elle a un bon physique, elle a une tenue, ok, ça c'est déjà bien. Sur les indies, il y en a, ils ont même pas de tenue. Mais il y a pas de substance, il y a pas de perso. Alors peut-être c'est justement leur perso de pas avoir perso, mais je sais pas, j'accroche pas. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Oh oui, oh oui. Oh non, oh non. Alors, s'ensuit une promo vidéo de Gunther. J'ai marqué belle construction de personnage et vibe. Can't go wrong avec ce discours, facile, même discours, même style, même Spartiate. Comme Spartiate. Ok, pourquoi? Comme ils se sont fait exclure du building au début de show. Il faut continuer quand même à faire mousser leur match à SummerSlam. Donc, on a cette vidéo promo où Gunther expose sa vision du business et sa vision du catch et sa vision du titre de champion du monde poids lourd WWE. Donc ça, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette promo, c'est que, encore une fois, c'est une façon différente de faire avancer la storyline, d'implanter le personnage de Gunther, mais surtout, son discours et son personnage au final sont top. Pourquoi? Parce qu'il forcément il est heel. Il est heel parce qu'il est étranger, parce que il est sérieux, il est pas marrant, il est boring, il est ennuyeux. Ok, d'accord, on est d'accord. Mais le jour où éventuellement il doit tourner face, son discours restera le même. Et c'est ça qui est énorme. C'est énorme parce que même en babyface, si un jour ça arrive, on sait jamais. Mais si un jour ça arrive et surtout que c'est bien construit, c'est bien amené et que l'histoire est justifiée, et ben son discours sera le même. Je combattrai pour la beauté du sport, le respect des règles et le respect du catch, un sport que j'ai grandi en adorant, et je suis là pour lui rendre ses lettres de noblesse. Et ça, même en babyface, ça passe. Parce que c'était le discours d'un Bret Hart, c'était le discours d'un autre face qui était comme ça, un peu CM Punk dans un sens, hein, quand il a commencé à ECW, c'est la compétition, je suis là pour me battre et gagner mes matchs. Et franchement, quand vous avez un personnage qui peut faire aussi bien heel que babyface, et qu'il n'a pas besoin de changer, enfin il a juste besoin de changer son style de catch, ses expressions faciales ou la dynamique du match, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de se forcer pour être heel. Il a juste à changer un tout petit truc et direct il passe heel. Et là, donc dans mes notes, j'ai marqué, bon, parce que je suis quand même Tom Larufa, oh oui, oui, il faut que je me fasse mousser. J'ai mis, c'est comme le Spartiate. Le Spartiate, ce que je kiffe dans ce perso, c'est que je peux être heel ou face. Ça change rien pour moi dans le sens, mon style de catch va être le même, mes prises vont être les mêmes, c'est juste la vibe et l'énergie qui se dégage du personnage, et très important aussi mon adversaire, parce que c'est très dur d'être un heel si on est en face d'un mec qui est heel aussi, ça c'est clair et net. Mais si je suis face à un bon babyface, t'inquiète, heel ça passera crème. Et vice versa, si je suis contre un bon heel, face ça passera crème. Pourquoi? Parce que justement ce personnage de Spartiate, le message de ce personnage c'est quoi? Je suis là pour me battre, je suis là pour honorer mes ancêtres, allons-y. C'est tout, rien de plus simple. Et donc au final, que je sois gentil ou méchant, peu importe, mon message est le même. Et là c'est pareil pour Gunther. Et ça, franchement, je dis très bel esprit. Oh oui, oh oui. Et arrive le main event, un match en équipe. Jay Uso et Sami Zayn contre Finn Balor et JD McDonagh. C'est pas McDonald's, c'est McDonough. McDonough, ils disent en anglais. Donc, alors, petite info. Alors, de mémoire, je sais pas, je suis pas sûr, je crois que c'est Suri Kane à ses fans qui avait suggéré à Backlash de faire le truc avec les téléphones portables. Bon, la WWE, si vous m'entendez, je vais vous donner encore mieux. Faites des mains en mousse avec une diode, une lumière incorporée dedans. Et là, vous aurez tout réuni. Vous vendrez des mains en mousse, mais en plus, vous aurez le truc des téléphones portables qui avait si bien moussé que ça à Backlash, si je dis pas de bêtises. Pas tant que ça à SmackDown, à Backlash. Les amis, le service marketing de la WWE, inventez des mains en mousse ou des mains en plastique avec une grosse lumière dedans. Comme ça, non seulement vous en vendrez comme des petits pains, et en plus, vous aurez cet effet où les murs bougent, comme qui avait donné le vertige à Corey Graves et à Michael Cole. Et là, croyez-moi, bon, je sais pas si je pourrais vous demander des royalties là-dessus, mais en attendant, s'ils le font, la première fois que vous l'avez entendu, c'est ici. À moins que quelqu'un d'autre l'ait dit avant moi, mais ça, je sais pas, je l'ai pas entendu. Oh oui, oh oui. Donc, ça va, c'était un bon petit main event, ça envoie la foule à la maison contente parce que Sami Zayn gagne, le match était bien. Il n'était pas aussi bon que le match de SmackDown en équipe, mais ça va, il était pas mal. Il y a eu de belles actions, c'était assez solide. Moins de travail en équipe de la part des deux babyface, Jay et Sami, mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Leur entrée a duré presque 5 à 10 minutes, ça c'est avec la coupure pub, mais la foule était à fond dedans. Comme je dis, c'est une bonne façon d'envoyer la foule à la foule go home happy, c'est-à-dire les renvoyer chez eux de façon contente parce qu'ils gagnent, le babyface gagne. Quand même, Braun Breaker fait un spear à Sami, c'est une bonne façon de rappeler quand même l'enjeu pour le match intercontinental. Bel esprit parce que
j'aimerais vraiment voir Bron Breakker prendre le titre parce que Sami Zayn n'en a plus besoin. Ça y est, c'est bon, il a eu sur WrestleMania Moment aussi avec ça. Maintenant, si je dis pas de bêtises, c'était contre Gunther. Donc au final, c'est bon. Maintenant, passe le titre à Bron Breakker et commencez à construire Bron Breakker de façon comme il le doit. Parce que est-ce que Bron Breakker, parce que j'ai compris, avait perdu sa première chance au titre intercontinental. Est-ce que c'était une bonne chose? Je sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Mais dans tous les cas, que Sami Zayn laisse le titre pour lui, ça fera pas de mal à sa carrière. Voilà, show équilibré dans l'ensemble. J'ai un peu speedé, 55 minutes, oh oui. J'espère que vous avez senti et connecté avec le fait que je débitais toutes les infos très rapidement, parce que si je prenais mon temps, j'aurais mis 1h30 voire 2 heures de vidéo, et je veux pas en arriver là, parce que je vous redis pareil, j'essaie de plancher, même si vous aimez le format et vous aimez la durée, je me dis bon allez, si je peux faire une demi-heure c'est bien, j'en suis presque à 1 heure. Tout ça pour dire, match de la soirée, moment de la soirée, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, Bron Breakker contre Ilya Dragunov, parce qu'ils se sont rentrés dans la gueule, c'était crédible, c'était intense, et sans prendre énormément de risques, donc bel esprit, enfin j'espère pour eux, parce que s'ils sont blessés sur ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'ils y vont peut-être un peu trop fort. Et, alors, spot de la soirée, spot dans le sens place sur le roster de la soirée, Carlito. Alors là, faut m'expliquer, Carlito, je l'adore, respect total pour sa carrière, mais est-ce qu'il est blessé ou quoi? Parce qu'en fait, le mec n'a rien fait du show, mais il était dans énormément de segments. Et sa gimmick, elle est énorme. Il est backstage, il est dans l'arrière du Judgment Day, il porte le sac, je crois, j'imagine, de Damien Priest. En fait, voilà, dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi Carlito est dans cette position. Parce que comme j'ai pas suivi le produit, je suis un peu perdu, mais c'est énorme. Même quand il faisait l'entrée, le mec, il a sursauté sur les feux d'artifice, l'explosion de feux d'artifice. Donc c'est énorme, ce personnage, il est top. Faut m'expliquer, parce que si je peux avoir le même genre de perso à la WWE, je signe tout de suite, les amis. On prend aucune chute, et on se prend juste un coup de poing sur l'éperon et on est payé, je pense, un salaire entier de superstar qui est engagé sur le main roster de la WWE. Oh oui, comme je vous l'ai dit, je vous sors les 2 questions en copie d'écran que j'ai sélectionnées pour y répondre, sans y passer 10 minutes sur chaque. Alors, la première, c'était Steve Martins 7720 qui me dit: alors mec, je viens de terminer ta vidéo et franchement, si tu te sens de le faire, ce serait cool que ce format soit plus régulier. Ton œil de catcheur, ta personnalité et tes anecdotes apportent beaucoup à la review. En dehors de ça, j'ai une question. Est-ce que tu te verrais un jour retravailler dans une grosse compagnie, mais en tant que manager général ou manager d'un catcheur? J'ai trouvé ça fou que tu catches avec Nick et qu'il soit en manager général de SmackDown dans la foulée. J'espère en tout cas que tu continues de kiffer ton taf. T'as beaucoup à apprendre aux autres, je trouve. Bel esprit Steve, merci pour ton message. Donc pour te répondre, est-ce que je me verrais, ou même j'aurais envie de travailler dans un rôle de manager ou manager général à WWE? Alors bien évidemment, oh que oui. Pourquoi? Parce que tout simplement maintenant j'ai assez de recul pour me dire je peux toujours catcher, je peux toujours faire des matchs entiers, il n'y a aucun problème là-dessus, mais rivaliser avec des jeunes de 20-25 ans, notamment des bêtes comme Bron Breakker, ça va être dur, aussi bien par mon physique que par, entre guillemets, l'âge de mon corps. Parce que au bout de 20 ans de catch, le corps a pris beaucoup de chocs et de blessures notamment. Donc être aussi efficace que je l'étais à 20-25 ans, c'est peut-être pas la même chose. Par contre, le rôle de manager, au micro, je vous fais briller n'importe qui et je vous fais briller vous fais huer n'importe qui. Ça, c'est pas un problème justement parce que c'était un de mes points forts. Je veux dire, j'ai commencé comme ça à la télé, à la WWE en tant que manager. Donc si c'était possible, oh que oui, je dirais oui tout de suite. Donc faites passer le mot à la WWE, taguez-les, dites engagez Tom La Rufa en tant que manager. On veut du français à la WWE. On veut, alors bien évidemment, il y a d'autres Français aussi qui ont beaucoup de niveaux, ça c'est clair et net. Peut-être on fera une vidéo là-dessus qui, à mes yeux, dans le catch français aujourd'hui, a le plus de potentiel pour aller à l'international. Mais dans tous les cas, on se concentre sur Tom La Rufa, sur la chaîne Tom La Rufa. Si vous voulez voir Tom La Rufa en tant que manager à WWE, taguez-les, faites un hashtag, je sais pas, Tom La Rufa à la WWE, on se débrouille. J'allais dire un autre mot, mais encore une fois, je veux pas dire de gros mots pour pas être, même pas démonétisé. Je suis plus démonétisé parce que j'ai plus fait de vidéos depuis des années, mais on va pas prendre de risques avec des grossièretés. Merci à toi, Steve, pour ton message, Steve Martins. Et deuxième commentaire qui est un peu plus ancien, mais qui est très très bonne question, c'est Thierry Gallois 93-49 qui me dit: tu n'as pas les boules que Logan Paul est un catcheur qui n'a jamais pratiqué la lutte et qui est déjà une grande star bien avant que certaines superstars, alors que tu as plus d'expérience toi. Moi personnellement, je ne trouve pas cela normal. Certes, il est talentueux, mais beaucoup de superstars méritent plus dans le roster, y compris toi qui es un vrai catcheur. Bon, il y a quelques fautes, mon petit Thierry, mais c'est pas grave, on te pardonne parce qu'encore une fois, ton message est très bien et ta question est très pertinente. En effet, j'ai pas trop abordé le sujet. Pourquoi? Tu vas comprendre tout de suite. Logan Paul excelle dans le ring. Ça serait, ne pas dire le contraire, ça serait être aveugle ou de mauvaise foi. Il est très très bon dans le ring, il a compris le catch et surtout il a compris dans son corps. Il a un timing de ouf,
un positionnement de ouf, un bon petit physique, il a du charisme, il assure. Et le seul truc qu'il a, par contre, il faut qu'il prenne un peu plus son temps dans le ring. Il n'a pas encore ce moment où tu fais un truc, tu t'arrêtes, tu laisses la caméra capter le moment. Ça, il n'a pas encore, j'ai vu de ce que j'ai vu de ses matchs. Mais en attendant, il a un potentiel de ouf. Et surtout, yo les amis, c'est ça, pas que maintenant je le regarde avec mon regard différent. Je suis d'accord avec toi, un catcheur qui paye ses dus devrait mousser plus qu'un mec qui a jamais fait de catch. Par contre, Logan Paul apporte des millions, littéralement des millions de nouveaux yeux sur le produit. Et ça, c'est absolument très important pour un business comme la WWE, pour vendre des tickets, pour vendre du merchandising et pour faire des partenariats commerciaux comme avec Prime et d'autres sponsors que va ramener Logan Paul. Parce que Logan Paul est une superstar interplanétaire. Enfin, peut-être pas interplanétaire, mais en tout cas à travers toute la planète. Et ça, c'est très important pour la WWE. Et ça me rappelle un conseil que m'avait donné William Regal à l'époque. Si tu veux que la WWE regarde ce que tu fais, mousse sur les réseaux, fais-toi mousser sur internet. Et c'est pour ça les amis, merci pour votre soutien, merci de me suivre et merci de lâcher des commentaires, de liker la vidéo et de la partager et de répandre le mot autour de vous pour que Tom Laruffa et #TLRreviews deviennent numéro 1 sur le internet, le YouTube du catch francophone. Oh oui, 1 heure de vidéo, on s'arrête là. Aouh.